Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. Nous sommes ensemble durant 26 minutes. L'invité du jour, il est chroniqueur, journaliste, scénariste, réalisateur. Peut-être j'en oublie. Il a même été scénariste pour le cinéma comme Qui est belle et puis aussi Hello Goodbye. Mickaël Lelouch, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci. En tout cas, c'est très gentil d'être avec nous pour nous présenter votre ouvrage qui s'appelle Proteste aux éditions Duchesne. Et bien, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir ce premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Alors, Mickaël Lelouch, votre livre Proteste, donc c'est une contestation planétaire en 400 affiches. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rassembler? Parce que ce sont sur une vingtaine d'années que vous avez rassemblé, collectionné ces affiches. Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Je crois que parfois, on fait des choses et on ne sait pas exactement pourquoi. On fait tous des choses et on ne sait pas exactement pourquoi. Et donc, je me suis mis à acquérir une affiche, puis une autre, m'y intéresser. Et j'ai creusé un sillon. Et au bout d'un moment, je me suis retourné et j'ai compris ce que j'étais vaguement en train de faire. Mais il m'a fallu des années, peut-être 10, 12 ans, pour comprendre que j'étais en train de collectionner à travers un thème. Donc ça ne s'est pas fait tout de suite, c'est d'abord une impulsion. Et après, pourquoi cette impulsion? Pourquoi collectionner la contestation? Je pense que c'est peut-être aussi déjà un héritage français. Le fait même on nous a inculqué la Révolution française, donc cette idée de la rébellion, de la révolution. J'ai été élevé dans une banlieue communiste où tous les noms de rues, c'était des noms de résistants. Donc la résistance française, Jean Moulin, c'était très important. Il y a aussi la figure, on l'oublie, mais c'est dans notre ADN, d'Astérix, donc qui résistait aux Romains. Donc cette idée de la résistance, elle était toujours là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident à un moment donné de ne pas se soumettre. Et donc ça, c'est vraiment, je crois que ça m'a formé, et en fait ça a formé dans mon imaginaire des héros plus ou moins ordinaires, parce que parfois ils n'ont pas de nom, ce sont des groupes de gens, mais qui décident de prendre en main leur destin et d'aller plus loin. Mais alors, comment faisiez-vous? Parce que c'est sur une vingtaine d'années, donc vous êtes adolescent. Non, mais voilà, enfin jeune, on pense à autre chose quand on est pré-adulte. Ouais. Et là, vous organisez à retrouver ces affiches. Mais comment saviez-vous que telle affiche existait? Parce que ce ne sont pas des affiches uniquement qui touchent la politique sociale de la France. C'est vraiment sur les 5 continents. Donc on peut autant aller aux États-Unis qu'en Afrique. Qu'est-ce qui vous a... Voilà, comment étiez-vous au courant qu'il y avait telle manifestation, telle contestation? Alors, sur les contestations elles-mêmes, il a fallu progressivement se rendre compte de ce qui pouvait exister à l'échelle de la planète. Parce qu'on parle beaucoup de mai 68. Oui. Et mai 68, c'est un événement extrêmement important en France. Oui. Mais c'est une cinquantaine de jours, mai 68, dans l'histoire de France. Ça nous a énormément marqué, mais c'est parfois un peu l'arbre qui cache la forêt, ou si vous voulez, la partie émergée de l'iceberg. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre mon tuba et de plonger et de voir l'immensité de ce bloc de glace que pouvait être la contestation à l'échelle planétaire. Et pour ça, je me suis rendu compte à un moment donné que finalement, mai 68, c'était né du Vietnam. C'était né des premières manifestations en France contre le Vietnam. Les comités Vietnam nationaux qui avaient manifesté, ils avaient cassé une boutique American Express dans le défilé. Et donc, ils avaient un certain nombre de manifestants avaient été interpellés, oui, dont une des personnalités qui était vraiment en place à Nanterre. Et donc, de là est né le mouvement du 22 mars. Et le mouvement du 22 mars a donné lieu à mai 68. Enfin, il y avait beaucoup de... Ce qui m'intéressait, c'était les liens entre toutes les luttes planétaires. À un moment donné, toutes les luttes pour la liberté, toutes les luttes pour l'égalité, toutes les luttes pour la dignité, pour la justice. Il y avait énormément de choses qui vrombissaient sur la planète. Et donc, c'était comme des secousses sismiques et qui n'ont pas toujours été analysées en tant que telles. Et à un moment donné, oui, on a vu cette éruption en France, mais toute l'année 68, déjà, il s'est passé des choses à travers la planète. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était prendre du recul et regarder à l'échelle d'une planète entière
tout ce qui pouvait exister. Alors, on va commencer justement, examinons en détail, par exemple, parce que vous êtes intéressé de 68 à 1973. Et là, je vais vous emmener donc aux États-Unis, où là, c'est les Noirs, la minorité noire, qui luttent pour leurs droits civiques. Et nous voyons, par exemple, on connaît très bien ce mouvement, les Black Panthers. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce mouvement, les Black Panthers? Parce que vous avez énormément récolté d'affiches. Oui, et là, on en voit encore pas grand-chose. Il y a eu énormément d'affiches qui ont été faites par les Black Panthers. Ce qui m'intéressait d'abord, c'est qu'il y avait une figure noire, mais qui était une figure fière. Et ça, déjà, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc il y avait un graphisme extrêmement puissant qui est dû beaucoup à la patte de Emory Douglas, qui était le graphiste ministre de la culture des Black Panthers. Mais cette figure noire fière était nouvelle. Elle était même encore relativement nouvelle par rapport à ce que proposait Martin Luther King. Oui. Donc Martin Luther King, il y avait cette idée de dignité. Mais l'idée même de pouvoir dire qu'on est fier, ça venait vraiment du mouvement Black Power. Oui. Le Black Power vient de 66, c'est Stokely Carmichael qui prononce un discours et qui dit ce Black Power. C'est-à-dire que l'idée, nous aussi, nous avons un pouvoir. Il suffit de dire les choses, il suffit de bouger, il suffit de manifester, et nous sommes en droit de réclamer un pouvoir sur nos propres vies. Et donc ça, c'était assez beau, assez nouveau, et ça méritait d'être creusé. Et lorsque je me suis vraiment intéressé aux Black Panthers, c'était souvent très archétypal la vision qu'on pouvait avoir d'eux, et elle est guidée par la vision américaine de la CIA, qui en fait a décidé à un moment donné que c'était l'ennemi numéro 1 intérieur aux États-Unis, et qui a fait la guerre à ce mouvement en les traitant plus ou moins de terroristes, tout simplement, alors que c'était pas du tout ça. Et plus j'ai creusé la connaissance du mouvement des Black Panthers, plus j'ai compris que ce n'était absolument pas ça. En fait, ce qui se passait, c'était qu'en Californie, par exemple, puisqu'ils sont d'Oakland, en Californie, il y avait énormément de voitures de police qui faisaient des descentes dans des quartiers, mettaient les gens dos au mur, parfois les déshabillaient à moitié, prenaient leurs papiers, les violentaient, les tapaient, les emportaient, on ne savait pas combien de temps, ils les mettaient en prison. Enfin, ils avaient absolument tous les droits sur les personnes noires quand ils décidaient de faire des arrestations. Il n'y avait aucun contrôle. Un des mots très importants à ce moment-là, c'est par exemple l'idée du contrôle de la police. Donc c'est le community control de la police. C'est très important parce que cette police est totalement lâchée et personne ne la contrôle. Donc le mouvement des Black Panthers, au départ, c'est le Black Panther Party for Self-Defense. Il y a l'idée d'une autodéfense. C'est-à-dire qu'il faut accepter de ne plus se laisser violenter. Oui. Et donc ils descendent dans les rues et ils sont armés et ils font des patrouilles. Simplement pour voir s'il ne se passe pas quelque chose de très grave. Évidemment, ils ne comptent pas se servir des armes. L'idée, c'est simplement de dire, regardez, on est armé, si jamais on nous embêtait trop, on pourrait répliquer. Et puis il y a cet uniforme aussi qu'on reconnaît, ce béret. Voilà, ce béret, effectivement. Donc ils ont emprunté le béret. Il y a un peu l'idée du béret que portait Che Guevara. Voilà. Mais ça a été un look finalement qui est arrivé progressivement. Le blouson noir, le béret, il y avait ça. Mais cette idée de gens qui défilaient avec des armes, tout de suite ça a fait peur. Alors qu'en fait, ils n'étaient pas hors la loi. La loi de Californie permettait de porter des armes. C'était l'open carry, on avait le droit de se balader avec des armes en ville. Mais à partir du moment où ce sont des Noirs qui marchent dans la rue avec des armes, tout le monde a pris peur. Et donc, dès l'année suivante, ils ont fait une loi pour interdire le port d'armes dans la rue. Donc, tout simplement parce que ces Noirs armés faisaient peur. Mais il est vrai que les Black Panthers, leur force, c'est qu'ils demandaient à chaque membre de bien étudier, il me semble, le code, les législations, pour justement s'en servir lorsqu'il y avait, je sais pas, des descentes de police ou des choses comme ça pour pouvoir se défendre. Oui, bien sûr. L'idée, c'était pas forcément de se mettre hors la loi. Il n'y avait pas du tout cette idée-là. Mais surtout, il faut comprendre aussi que les Black Panthers, la majorité de leur travail, c'était d'abord de l'aide sociale. On a du mal à se l'imaginer, on les imagine tellement nerveux, vigoureux, rébellions. En fait, assez peu. C'est-à-dire que c'était d'abord de l'aide sociale. Évidemment, il y avait du discours, et ensuite, il y avait de l'aide.
Donc, une des premières choses qu'ils faisaient, c'était ces fameux petits déjeuners. Ils faisaient des nets de petits déjeuners pour tous les enfants noirs du pays. Ils allaient distribuer parfois jusqu'à 100 000 petits déjeuners tous les jours à travers le pays. Et ça, il fallait lever des fonds. Donc, il fallait en général d'ailleurs vendre des affiches. Donc ils imprimaient des affiches, les gens y mettaient chez eux et on achetait une affiche, $1, on donnait $1, $2, tout ça pour pouvoir subvenir à ce type d'opération. Il y avait aussi une opération qui était faite autour des chaussures. On donnait des chaussures à des gens qui n'en avaient même pas. Et il y avait aussi autre chose, c'est qu'on l'oublie, il y avait un dépistage pour une maladie qui touchait beaucoup la population noire, donc, qui s'appelle la sickle cell anemia, donc la drépanocytose en français, et qui est une maladie qui touche essentiellement les populations noires. Ouais. Et aux États-Unis, il n'y avait aucune recherche qui était faite là-dessus. Ni recherche, ni dépistage. Donc les gens mouraient d'une maladie, ils ne savaient pas exactement de laquelle, on ne les dépistait pas. Et donc les Black Panthers se sont dit, il faut dépister les gens, et il faut même commencer à alimenter une recherche, avec le peu de moyens que nous avons, pour pouvoir essayer de voir si on pourrait guérir cette maladie. Parce que c'était finalement une sorte de, on va dire, eux employaient le terme de génocide masqué, puisqu'on laissait agréablement mourir toute une population noire, ça permettait de se débarrasser d'eux. Il y a aussi également dans Proteste, il y a ces affiches pour dénoncer l'apartheid, cette ségrégation raciale. Donc on voit parfois des barbelés. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ces affiches, est-ce qu'elles vous émeuvent L'apartheid, c'est quand même quelque chose... moi, je suis adolescent dans les années 80, donc au moment justement où il y a de nouveau on va dire un troisième acte dans la lutte contre l'apartheid, et où enfin il y aura les grands concerts qu'on connaît, et finalement Mandela sortira de prison. Donc c'est vraiment, j'ai vécu ça vraiment dans mon adolescence. Mais en fait, ce qui est le plus troublant, le plus terrible, c'est de se rendre compte que l'apartheid est enclenché en 1948, et qu'on commence véritablement à en parler en France, je dis bien en France par exemple, qu'à partir de 1976-77, après les émeutes de Soweto. Donc pendant tout un laps de temps, dans le monde entier d'ailleurs, on parle très très peu de l'apartheid. On commence vraiment un tout petit peu à en parler à partir des événements du massacre de Sharpeville, en 1960, donc déjà 48-60, il faut attendre 12 ans pour qu'on commence à s'indigner, et cette indignation, elle arrive principalement en Angleterre. Donc un tout petit peu en Hollande, un tout petit peu en Allemagne, mais c'est l'Angleterre qui mène la danse. Et donc, par exemple, en 1970, pour les 10 ans du massacre de Sharpeville, Trafalgar Square est pris par un certain nombre de manifestants qui vont simuler une reconstitution du massacre. Donc avec certains qui jouent le rôle des policiers et d'autres qui jouent le rôle des victimes. Donc on simule ce massacre terrible. Mais cette prise de conscience-là, sur l'apartheid, elle va mettre énormément de temps à traverser les frontières. Énormément de temps. Donc vraiment en France, on ne voit par exemple apparaître des affiches sur l'apartheid qu'à partir du moment où il y a en 1977 le boycott des oranges à Outspan. Donc vous voyez, ça prend quand même beaucoup de temps. Il aura fallu 30 ans quasiment pour qu'on en parle. Donc ce qui m'intéressait, c'était de montrer ces affiches anglaises, celles dont vous parlez avec les barbelés. C'est une affiche du Post-Art Workshop, qui est l'équivalent de l'atelier populaire des Beaux-Arts en Angleterre. Donc c'est un atelier extrêmement important qui a produit plus de 250-270 affiches en l'espace de 3 ans, et qui naît quasiment en même temps que l'atelier populaire aux Beaux-Arts. Et on ne parle jamais d'ailleurs de l'atelier du Post-Art Workshop. C'est l'occasion d'en parler dans ce livre. Et puis d'ailleurs, vous dites que c'est grâce à la sérigraphie, il y a eu cette possibilité de contester un peu plus, parce qu'avant, ça coûtait extrêmement cher. Exactement. Produire une affiche, non seulement beaucoup de gens n'y pensaient pas, mais et en plus c'était interdit d'afficher dans la rue. Il a fallu que quelqu'un fasse le premier pas en mai 68 pour qu'on se dise, alors on peut le faire quand même si on va nous l'enlever, c'est intéressant. C'est la loi 1888. Voilà, 1888. Un truc comme donc sur l'affichage public, mais parce qu'en réalité, l'affichage, c'est une prérogative de l'État. Alors l'État a accepté de déléguer une partie de sa prérogative au commerce, c'est-à-dire que la publicité a le droit d'afficher, mais donc c'est la propagande de l'État ou celle des grandes marques. À part ça, donc le commun des mortels n'a pas le droit de s'exprimer sur les murs. Donc j'en reviens donc à la sérigraphie.
ce qui se passe, c'est que avant mai 68, produire une affiche coûte extrêmement cher. Donc même à l'Atelier des Beaux-Arts, ils avaient commencé à produire une affiche en lithographie, la toute première qu'ils aient fait, avant la première Assemblée Générale. Une affiche en lithographie, ça demande 2-3 jours à être fait. Il faut graver une pierre, il faut d'abord une technique importante, il faut ensuite des presses extrêmement lourdes pour pouvoir imprimer. Donc c'est extrêmement contraignant. La sérigraphie, ça se fait comme ça. C'est-à-dire que c'est une technique extrêmement simple, avec quelques bouts de bois et un écran en soie. En un quart d'heure, vous savez sérigraphier. Donc, au moment où, dans la première Assemblée Générale aux Beaux-Arts, on s'interroge comment est-ce qu'on pourrait faire des affiches, Guy de Rougemont lève la main et il dit « Mais oui, moi je reviens des États-Unis, Andy Warhol fait de la sérigraphie, c'est une technique millénaire qui est faite en principe pour imprimer sur des vêtements, mais on peut s'en servir pour faire des affiches. Et je connais quelqu'un à Paris, il s'appelle Éric Sédou, je peux le faire venir dans l'heure et il va vous montrer. » Et le soir même, on commence déjà à sérigraphier aux Beaux-Arts. Et donc, s'il n'y avait pas eu la sérigraphie, il n'y aurait pas eu toutes ces affiches, il n'y aurait pas eu d'autres affiches aux États-Unis d'ailleurs, sur le Vietnam, il n'y aurait pas eu le Poster Workshop à Londres, il n'y aurait pas eu énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'idée à partir de la sérigraphie qu'on peut s'exprimer en direct. Ça ne coûte rien, et en direct. C'est donc l'ancêtre, si vous voulez, de Twitter, des réseaux sociaux. Donc il y avait cette idée, il se passe quelque chose, je réagis, et le lendemain c'est dans la rue. C'était assez nouveau, vraiment formidable. Il y a d'autres affiches également sur le continent africain. On parle de l'Angola, où justement le Portugal mène des exactions terribles contre l'indépendance. Pourquoi celles-ci aussi vous ont interpellé, vous êtes arrêté dessus? On oublie, mais parce que le Portugal, c'est un très beau pays, hein, c'est magnifique, mais on oublie que c'est le dernier grand empire colonial à tomber. Et donc, on parle de la fin des années 70. Hein, donc, c'est resté extrêmement longtemps, et il y a eu des grandes guerres coloniales au début des années 70, où ils défendaient l'Angola, le Mozambique, la Guinée. Donc, et le Biafra aussi avec le Nigeria. Alors, il y a le Biafra aussi. Avec le Nigeria, c'est encore autre chose. Le Biafra, ça, on avait tous cette idée, les Biafrais, on se rappelle de ces images terribles d'enfants en malnutrition. Voilà. Ça, et le Biafra, ça a été aussi quelque chose d'extrêmement important. Et au final, on sait très bien que la guerre au Biafra, c'était une guerre qui était liée au pétrole. Donc, de nouveau, s'ils avaient décidé une indépendance, mais dans une autre partie du pays, où il n'y avait pas les ressources pétrolières, jamais on leur aurait fait une telle guerre. Donc, on les a encerclés, on les a affamés pour que, tout simplement, à un moment donné, ils baissent les armes. Il y a quand même il y a plus d'1,5 million, on ne sait pas exactement les chiffres, entre 1,5 million, 2 millions, certains parlent même de 3 millions de personnes qui seraient mortes, dont au moins 80% sont morts uniquement du fait de la famine. Donc, toute une classe d'âge, on estime que les enfants entre 8 et 12 ans sont tous morts. Donc c'est quand même assez terrible, tout ça pour des intérêts financiers. Une autre affiche aussi qui m'a surprise, d'ailleurs c'est la seule, il me semble, qui concerne les dom-toms. On parle du Bumidum, c'est marqué non au négrier du Bumidum. Pourquoi c'est la seule affiche on n'était pas assez contestataires, les Antillais pas assez contestataires? Mais effectivement, c'est une affiche assez rare. C'est une des rares affiches. Et je pense que d'ailleurs, la plupart des gens qui passaient devant cette affiche ne savaient absolument pas ce que c'était. Donc, elle est passée inaperçue. Ce qui, moi, me permet de la remettre dans le livre, c'est justement de la contextualiser. Le Bumidum, on commence depuis quelques années à en reparler. Ce bureau des migrations qui avait été créé en 63, je crois, à l'initiative principalement de Michel Debré, et qui était finalement supposé être formidable, qui permettait aux gens de se mouvoir entre les dom-toms, donc éventuellement pour trouver plus facilement un travail. Oui. En réalité, dans le Bumidum, il y a sans doute des choses formidables qui ont été faites. On ne remet pas en cause l'intégralité du Bumidum. Ça a peut-être permis à des gens de trouver un travail en métropole. C'est très bien. Néanmoins, il y a un vrai dossier noir, secret, une tâche qui ne partira pas. C'est qu'on a aussi, sous prétexte de donner une éducation meilleure à un certain nombre d'enfants, enlevé quasiment des enfants à leur famille
principalement à La Réunion, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe. Mais c'est essentiellement des Réunionnais. On prenait leurs enfants, on leur disait « Ah, mais on va donner une très très bonne éducation à vos enfants en métropole, vous inquiétez pas, ça va durer une année, super. » Sauf que on les prenait, on les a jamais ramenés. On leur a changé leur papier d'identité, on leur a enlevé leur nom. Oui. Et parfois, ils ont oublié leur nom, donc ils n'ont même pas pu retrouver 15-20 ans après leur famille. Et en fait, en réalité, on les envoyait principalement dans la Creuse, donc au fin fond de la France, pour aider au labour dans les champs. Et en fait, ils n'allaient pas du tout à l'école. Ils étaient quasiment esclavagisés. Ils dormaient sur des paillasses, ils dormaient dans des granges. Ils travaillaient, alors qu'ils avaient 12 ans, 10, 12, 15 ans. Ils travaillaient comme des forçats. Sans salaire. C'est le principe de l'esclavage. Si vous n'avez pas votre liberté et que vous n'avez pas de salaire non plus, et qu'en plus c'était pas pour votre propre chef que vous décidez de faire quelque chose, ils étaient réellement des esclaves. Et donc là, on parle de à peu près, désormais, on pense entre 1500 et 2000 enfants, donc qui ont été comme ça arrachés à leur famille. Et encore aujourd'hui, quand ils repartent sur place et qu'ils font des demandes, ils ne réussissent pas à trouver la trace de leur famille. On ne veut pas les remettre en relation avec leur famille. Leur nom de famille a changé et on dit uniquement si des papiers ont été laissés qui dit que votre famille souhaite vous revoir. Évidemment. Donc, si toutes les démarches ont été faites, alors peut-être on fera quelque chose. Et la plupart des enfants se sont retrouvés de facto orphelins. Une dernière chose avant de passer à carte sur table, la dernière question, parce que c'est vrai que vous parlez de la guerre du Vietnam, la lutte des féministes, il y a tellement de choses que vous abordez, on n'a pas le temps de le faire dans l'émission. Je voulais savoir, en fin de compte, toutes ces affiches que vous avez collectionnées durant ces 20 années, une vingtaine d'années, est-ce que c'est pour rester toujours, pour vous rebeller, d'être indigné, de ne pas oublier qu'il y a des gens qui sont morts pour des luttes? C'est ça votre message? Alors, oui, enfin, c'est un des messages. Donc, il y a évidemment... D'abord, on parle souvent du devoir de mémoire. Donc, je pense effectivement que... Je crois qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un besoin de mémoire. Les gens ont besoin de savoir d'où ils viennent, ont besoin de racines, ont besoin de comprendre le monde qui les entoure. S'il n'y a personne pour les éclairer, pour le décrypter, c'est problématique. Et la plupart des gens qui vont pouvoir ouvrir ce livre et le feuilleter vont se dire « Mais qu'est-ce qu'on me raconte ? C'est pas du tout l'histoire qu'on m'a racontée d'il y a 50 ans. C'est pas du tout ça que j'ai appris. On m'a appris finalement les présidents, les transitions entre tel et tel président, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Mais tout ce qui est là-dedans est passé sous silence parce qu'on ne parle finalement toujours que de l'histoire des puissants. On ne parle de l'histoire des têtes de l'État et des grandes transitions, si vous voulez, géopolitiques. Mais tout ce qui est en dessous, les luttes du peuple, les luttes qui ont fait qu'on a des droits tous les jours, le fait que les femmes ont des droits, c'est pas tombé du ciel. Non. Elles l'ont revendiqué. Les Noirs ont des droits, c'est pas tombé du ciel. Ils l'ont revendiqué. Et ils ont mis du temps. Et donc, toutes ces luttes-là, et tous ces gens qui ont poussé tous les jours, qui ont risqué leur vie pour avoir des conditions de vie meilleures. On parle aussi des ouvriers agricoles hispaniques aux États-Unis, qui ont fait un boycott absolument incroyable. On parle aussi des Indiens, la dignité des Indiens. On en reparle aujourd'hui avec Standing Rock notamment. Donc on voit que rien n'est donné. Il faut aller conquérir les choses et que si on apprend déjà aux jeunes générations qu'il y a la possibilité de se bouger, de faire quelque chose et de prendre en main son destin, alors c'est formidable. Merci beaucoup, Michaël Lelouch. Merci pour votre message. Nous allons passer tout de suite à carte sur table. Michaël Lelouch, comme je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes journaliste, chroniqueur, scénariste, réalisateur, scénariste pour le film Comme tu es belle de Lisa Azuelos, et puis aussi Hello Goodbye de Graham Sweet avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant, réalisateur donc de 2 longs métrages, et puis scénariste pardon de 2 longs métrages et réalisateur de courts métrages, voilà, de courts métrages. Et puis vous avez été chroniqueur et puis journaliste dans le magazine Chronic Art, So What, Citizen Jazz. Et puis collectionneur d'affiches. Alors, parmi toutes ces fonctions que vous avez, quelle est celle qui vous passionne le plus? Voilà, vous m'avez coincé là. J'ai l'impression d'être chez mon psy. Donc, je crois qu'on est tous.
on est tous, si vous voulez, on est multifacette. On a plusieurs aspects en soi. Et je crois que c'est extrêmement long de définir ce qui nous anime. En fait, on fait des choses, on s'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à telle musique, à tel art, à tel cinéma? On n'y pense pas. On fait des choses, on suit son chemin, on suit ses passions. Souvent, on ne réfléchit pas, on ne planifie pas les choses. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rarement planifié les choses. Donc, j'avais envie d'écrire, j'étais passionné de jazz, je suis devenu journaliste de jazz, j'avais envie d'écrire sur le cinéma. J'ai écrit sur le cinéma, j'étais journaliste de cinéma. J'ai eu envie d'écrire du cinéma, je suis devenu scénariste. J'ai eu envie de passer à la case réalisation, j'ai essayé de faire un peu de réalisation. Donc, finalement, c'était à chaque fois que j'ai eu une envie, j'ai eu une curiosité, un appétit pour quelque chose, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui m'empêche factuellement d'y aller? Rien. Donc, à part moi-même. Donc, je me suis dit, essayons, on verra bien. Et donc, je me suis aperçu que, assez souvent, à partir du moment où on essayait et qu'on s'investissait fortement dans un chemin, eh ben, il y avait d'autres gens qui vous tendaient la main, à gauche, à droite. Le hasard, aujourd'hui, on parle de synchronicité. C'est un mot, il y a une dizaine d'années qu'on parle de ça, ou de serendipity, Donc, voilà, les choses... Tout concourt à vous faire aboutir. Moi, au bout de 20 ans, pratiquement, je me suis dit, tiens, je vais en faire un livre et je vais en faire une exposition. Oui, voilà, j'allais venir à Bruxelles, voilà. Justement, jusqu'au au 30 septembre, voilà, Bruxelles, du 9 mai au 30 septembre, au MIMA, ça s'appelle Gallup Stand Up. Ouais. Voilà, et donc sur 1200 mètres carrés, on voit effectivement plus de 450 affiches. Lorsqu'il y a 1 an et demi, je me suis dit, tiens, on va... quand même, au bout de pratiquement 20 ans de collection, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Je discutais avec un ami et je sais pas, dans la conversation, j'ai dit, mais les choses ne changent pas tant que ça. Finalement, on se rend compte que dans 1 an et demi, c'est les 50 ans de mai 68. Et j'ai vu quelque chose s'allumer dans le regard de mon interlocuteur. Et je me suis dit, c'est vrai, les gens, les anniversaires, ça marche bien. Donc je me suis dit, bah, appuyons sur cet anniversaire. Je me suis dit, je vais contacter des éditeurs et en mettant en avant vraiment l'anniversaire de 68. Et en fait, je me suis rendu compte que, voilà, en montrant, en parlant de ma collection d'affiches, de cet angle-là, c'est-à-dire comment entrer dans l'histoire à travers la trace archéologique de tous ces combats-là, donc regarder l'affiche comme porte d'entrée, et ensuite raconter tous les événements qui étaient derrière. Ça n'avait pas été tellement fait, et je me suis dit, voilà, faisons ça. Et en fait, je me suis aperçu que la mer s'est ouverte. Voilà, donc c'était très bien, un peu comme pour Moïse. Moïse est un autre rebelle. Donc, il était fils de Pharaon et il a décidé d'aller avec les esclaves et de les libérer. Donc, encore un autre modèle magnifique de rébellion. Alors, merci beaucoup pour Carte sur table, Michaël Lelouch. Passons à la dernière partie, le coup de cœur. Alors pour le coup de cœur, je me suis dit, il va certainement me proposer Indignez-vous de Kessel. Essel, à chaque fois je dis Kessel, Essel. Et en fin de compte, non, c'est un autre livre, mais là il y a une histoire romantique en fin de compte. Oui, alors c'est romanesque et romantique. C'est La Bête dans la jungle de Henry James. Alors ça c'est mon exemplaire, voilà, c'est une édition des années 20. J'adore Henry James, hein, donc c'est vraiment l'auteur victorien absolu. Et chez lui, il y a quelque chose dans la langue qui me fascine, c'est-à-dire qu'il y a toujours un suspense, mais un suspense de l'âme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est un page turner, mais on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est toujours quelque chose d'extrêmement infime. Mais La Bête dans la jungle, contrairement à d'autres livres, on connaît Washington Square, Portrait de femme, qui est son Madame Bovary, si vous voulez. Dans La Bête dans la jungle, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'il interroge finalement la destinée qu'on a. Et donc finalement, on est proche, on est très proche de Proteste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est l'histoire très, très rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui, depuis qu'il est jeune, est intimement persuadé qu'il va lui arriver un grand destin, un destin prodigieux, que quelque chose va lui arriver d'absolument incroyable. Et donc, il va se lier d'amitié, puis peut-être avoir une espèce d'amitié amoureuse avec une femme qui va traverser comme ça toutes les années. Je vous donne évidemment pas la fin du livre, qui est absolument folle, mais c'est un livre qui est vraiment un livre existentiel. Donc, quand on le lit, on comprend quelque chose de l'existence humaine. Est-ce que finalement, cette idée
que finalement, on nous projette beaucoup dans la société, hein, l'idée du succès, l'idée qu'on va devenir des stars peut-être. Donc cette idée du destin prodigieux, beaucoup de gens l'ont et sont absolument persuadés que c'est ça. Alors qu'au lieu de rechercher le bonheur, et de voir comment accéder au bonheur. Non, ils préfèrent se dire la gloire ou ce genre d'artifice. Et là, on a quelqu'un qui est spectateur finalement de sa vie. On a des gens qui sont en attente de quelque chose. Au lieu de provoquer les choses, au lieu d'agir, au lieu de prendre en main son destin, on est finalement dans une espèce d'attente souvent amère. Au fur et à mesure des années, elle devient de plus en plus amère. On se dit, mais alors, quand est-ce que ça va se produire? Quand est-ce que ça va se produire? Et en réalité, tant qu'on ne prend pas en main son destin, il ne risque pas de se produire grand-chose. Il y a rarement quelqu'un qui va vous taper sur l'épaule et qui vous dit, voilà, je sais exactement ce que je veux faire de ta vie. Et d'ailleurs, ça serait terrible. Je reprends un autre écrivain que j'adore, c'est Dickens, qui, dans les premières lignes de David Copperfield, il y a cette phrase qui est absolument incroyable, c'est « Serais-je le héros de ma propre vie ou quelqu'un d'autre l'écrira-t-il à ma place ?» Enfin, quelque chose, ou en prendrait-il la place? Donc ça, c'est formidable. Sommes-nous les héros de notre propre vie? Quelqu'un va-t-il devenir le leader dans notre vie? Et on sera à l'arrière-plan? Et c'est véritablement l'idée dans La Bête dans la jungle. Vers quoi on court exactement? Et justement aussi, comme vous le disiez, un peu, voilà, il faut agir pour ne pas se laisser prendre dans le destin. Passer de spectateur à acteur. Exactement, et agitateur. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël Lelouch, d'être venu nous voir, nous avoir partagé votre coup de cœur, La Bête dans la jungle, mais aussi votre ouvrage Proteste aux éditions Duchesne. Vraiment, je le recommande puisqu'il y a aussi ce parfum qu'on retrouve dans votre ouvrage. Il y a ces différents coloris. Vraiment, on touche. Enfin, c'est agréable de voyager dans votre ouvrage. Merci beaucoup. Et puis quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt.